Bonsoir, bonsoir. Eh bien, je vous remercie d'être venus si nombreux à l'invitation de la police judiciaire pour nous accompagner dans nos exercices de reconstitution d'affaires criminelles. Qui dit reconstitution dit, bien évidemment, sens du détail. Aussi, la méthode que je vous propose ce soir est de reconstituer, tous ensemble, les ambiances particulières, olfactives, sonores, auxquelles ont été soumises, confrontées les victimes ou même les assassins. Vous serez donc invités à participer activement. Tout le monde est prêt? Paul de Reyck était au chômage. Aussi avait-il toutes ses journées de libre. Il passait le plus clair de son temps à faire de longues promenades sur la digue de mer. Il aimait beaucoup sentir les embruns, la bruine sur son visage, entendre piailler les mouettes. Et ce matin-là, il avait été jusqu'au bout de la digue de mer. Et il avait découvert, étonné, un petit café qu'il ne connaissait pas encore. Il était entré, il s'était dirigé vers au bout du café, s'était installé sur une banquette tout au fond, derrière un guéridon sur lequel trônait un journal, et il avait commandé une bière à la serveuse. Et tout d'un coup, là, à la place où il était, son odorat avait été envahi par une odeur forte. Non, un parfum plutôt. Un parfum, faut être sacro là. Un parfum de femme fatale. Mais c'est ça qui nous empeste depuis des semaines. Mais c'est un gant de femme en plus. Mais bravo, Paul, bravo! Bravo, mon mari! Elle a tourné les talons. Paul n'a eu que le temps de pivoter sur son fauteuil du bureau que déjà il entendait le claquement sec du vide ordure qui se refermait. Sa femme avait jeté le gant. Elisabeth Hayen, jeune comédienne française, allait passer ses vacances en Toscane. Elle avait été invitée par une amie à elle, américaine, une ancienne actrice à la retraite, fortunée, Vivian Heston, qui venait d'acquérir là-bas en Toscane un château Renaissance. Vivian avait invité sa jeune amie à venir découvrir sa nouvelle acquisition et pourquoi pas demeurer quelque temps avec elle. Pour le moment, la jeune Elisabeth était au volant de sa voiture sur des petites routes de Toscane complètement perdues. Les routes de Toscane présentent toutes des cyprès de chaque côté, mais aucune ne montre de panneau indicateur. Elisabeth s'était arrêtée en désespoir de cause dans un petit village bondé de touristes. Dans son italien approximatif, elle avait demandé tant bien que mal si personne ne savait où se trouvait ce fameux château. On lui avait répondu une fois en allemand, une fois en japonais. Bref, exaspérée, elle était remontée dans sa voiture et s'était dit « adieu, va ». Et elle roulait. Elle roulait sur les petites routes. Par la fenêtre ouverte, elle entendait les merles d'un côté qui s'en donnaient à cœur joie. Et de l'autre côté, dans le lointain, il lui semblait reconnaître le cri du rossignol. Bon, tout ça était très bucolique, se dit-elle, mais c'est pas ça qui me fera trouver mon chemin. Mais tout d'un coup, surprise, elle a vu sur le bas-côté de la route une fillette, entre 10 et 11 ans peut-être, qui avait l'air surgie d'une autre époque. Elle était habillée, on aurait dit, comme au Moyen-Âge. Et elle poussait devant elle un cerceau pour jouer. Elisabeth freina, a ouvert la vitre du côté de la petite et lui a demandé si elle ne savait pas par hasard où se trouvait ce fameux château qu'elle cherchait. Et la petite fille lui a répondu « Mais si, c'est un peu plus loin. Le petit chemin à gauche, avec 2 cyprès. Mais il ne faut pas y aller dans ce château. Il est hanté. » Le comte de Castelroussillon a fait sceller sa monture. Il est parti dans la forêt, jusqu'au croisement des 2 chemins. Là, il a attendu son ami.
Au bout de quelques minutes, le jeune chevalier de Cabestan est arrivé, au grand galop, tout sourire, croyant n'avoir rien à craindre de son ami. Il n'a pas eu le temps de mettre pied à terre, que déjà, le comte de Castelroussillon lui avait planté sa lance en plein cœur. Le jeune chevalier s'est écroulé sur le sol, rougissant de son sang la terre déjà rouge du Roussillon. Le comte, froidement, s'est agenouillé auprès de la dépouille de son jeune ami, a tiré de sa ceinture une dague effilée qu'il porte toujours, et à petits coups secs et mesurés, a lacéré la poitrine du jeune Guillaume de Cabestan, dont il a sorti de ses deux mains le cœur encore chaud. Il a enveloppé ce cœur d'un chiffon, l'a plongé dans une sacoche accrochée à sa monture et est retourné en son château à bride abattue. Werner Thorens, 53 ans, était rentré chez lui après sa journée de travail au ministère de l'économie. Il était seul ce soir-là, alors il s'était préparé son repas tout en écoutant les informations à la radio. Tiens, Lausanne avait gagné encore devant Zurich, 5-0. La canicule allait persévérer, il s'en doutait. Quoi? La bande au scooter avait encore sévi? Mais c'était inouï. Inouï que la police ne soit pas encore parvenue à arrêter cette bande de jeunes qui se croyaient tout permis. Inouï que ces jeunes-là, qui s'amusaient à courser des vieux avec leur scooter, à les acculer dans un coin et puis à les molester, les violenter comme ils le souhaitaient. C'était incroyable, ce jeunisme à tout va dans cette ville où il y avait pourtant une majorité de vieux. Werner Thorens était ulcéré. Mais comme son chien couinait dans l'entrée, il a décroché la laisse du mur et il est sorti dans la rue. Le bichon marchait devant, tirant sur sa laisse, et Thorens suivait derrière. Ils ont fait comme ça le tour du pâté de maison et se sont arrêtés un peu plus loin, dans un terrain vague. Là, il a défait la laisse du chien qui a pu s'ébattre dans l'herbe. Et Thorens s'est même amusé à lui lancer quelquefois un bâton, que le chien tout joyeux lui ramenait. Puis il a remis la laisse et il a pris le chemin du retour. Le chien filait devant, on entendait sa cloche là, qui tintinabulait à son cou. Le chien avait franchi un angle de maison, quand tout d'un coup, la cloche s'est arrêtée, tout net. Ah, il aura flairé une bonne odeur, s'est dit Thorens. Mais quand il a franchi lui aussi l'angle de la rue, il a été tout d'un coup aveuglé par des phares puissants. Il avait mis sa main en lisière et il a vu, à quelques pas de lui, son chien, figé, les oreilles dressées, aux aguets. Et au-dessus des phares qui l'aveuglaient, il a distingué une dizaine de casques noirs. Alors il a compris. La bande en scooter. Gerd Siebenthaler a donné l'ordre à sa bande de se retirer. Les jeunes rigolaient. Tout en riant toujours, ils sont sortis du cimetière, ont enfourché leur scooter et sont partis. Quant au chef, lui, il voulait savourer sa victoire. Alors c'est très lentement qu'il s'est mis à marcher à travers les allées du cimetière pour rejoindre la sortie. Il avait retiré son casque, il s'était passé la main dans ses cheveux blonds bouclés. Il a repassé les grilles du cimetière, a rejoint son scooter et s'est assis dessus. Là, il a semblé entendre un petit bruit derrière lui. Prudemment, il a regardé dans son rétroviseur et il a vu un cortège de personnes aux cheveux blancs et gris qui s'approchait lentement de lui. Il s'est retourné brusquement. Une petite vieille venait à lui et lui disait « Mais viens, viens avec nous. Tu es des nôtres maintenant, viens. »« Mais non, allez, poussez-vous, mais poussez-vous » Mais la vieille insistait. « Si, viens, viens avec nous. Regarde tes mains. » Siebenthaler a baissé le regard
vers ses mains.